Vous osez parler de tout au travail ? Rémunération, religion, politique. Avec tout le monde ? Quels sont, selon vous, les sujets tabous ? Quels sont vos sujets tabous ? Et pourquoi y en a-t-il ? Je pense que les identifier, c'est se donner la possibilité d'explorer des vérités nouvelles. Certaines sont nécessaires, d'autres méritent d'être levées. Lesquelles et pourquoi ? La parole, je pense, ainsi libérée, peut transformer et enrichir nos interactions avec nos collègues, avec nos supérieurs et puis beaucoup plus globalement, nos expériences professionnelles. C'est ce dont on va parler avec Jean-Jacques Montlahuc. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un livre que vous m'avez ramené qui s'appelle « Se dire la vérité en entreprise », précis à l'usage des managers pour réenchanter leurs équipes, aux éditions Pearson. Et vous vous définissez comme un artiste de la relation. On va avoir l'occasion d'en parler un petit peu plus profondément. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie, artiste de la relation ? Absolument. Alors oui, c'est un terme un peu original. En fait, pour moi, la construction d'une relation, c'est d'abord une création qui ne peut pas se limiter à des approches techniques, mécaniques, comme souvent, au fond, on veut nous faire croire. Et que l'artiste de relation, il maîtrise les techniques de son métier. Moi, mon métier, c'est d'explorer les relations et c'est de créer du lien en entreprise. Donc, pour moi, l'artiste de la relation, il maîtrise les techniques, mais il sait s'en détacher pour, au fond, irradier de sa sensibilité ses interventions, qu'il s'agisse d'ateliers, qu'il s'agisse de coaching, qu'il s'agisse de pratiques en tout genre. Parce que je crois qu'on a quand même du mal à imaginer des mêmes techniques qui marchent pour tout le monde. Ouais, voilà, donc c'est un peu ça mon idée de dire, je me définis effectivement comme un artiste de la relation plutôt que comme un consultant traditionnel. Et comment vous en êtes venu à être artiste de la relation, à ce niveau d'expérience ? En fait, c'est pas une stratégie pour moi, c'est une nature. J'ai toujours eu ça depuis bien longtemps, donc j'ai commencé à bosser dans le monde de la publicité, de la communication. J'étais chargé de relations, de relations clients dans une agence parisienne. Et puis, je travaillais sur la question de la relation entre les marques et les consommateurs. Donc, il y a une vingtaine d'années. Et puis, au fond, j'ai eu envie d'aller plus loin, de me former. Donc, je me suis formé au coaching avec Vincent Lénard. Je me suis formé à beaucoup de choses, beaucoup d'approches diverses et variées. Et dans plusieurs approches, parfois, je sentais que j'étais un peu étriqué en disant... par exemple, mon superviseur d'analyse transactionnelle me disait « mais l'analyse transactionnelle, c'est ce qu'il y a de mieux ». Après, en PNL, on me disait « la PNL, c'est ce qu'il y a de mieux ». Au fond, je n'ai jamais cru vraiment tout ça. Je me suis dit qu'au fond, au cœur de toutes ces approches-là, en fait, on veut la même chose, créer du lien, créer de la relation, de la vérité, on va en parler aujourd'hui. Ouais. Et au fond, c'est ça qui m'a amené à ce chemin-là. Jusque plus récemment, pour des raisons à la fois personnelles et professionnelles, j'ai eu envie de monter sur les planches. Et donc, je crée maintenant des spectacles de théâtre-débat sur le thème de la relation et de la vérité. Donc, j'ai créé un premier spectacle en 2021 qui s'appelle Direction régionale. Et là, je suis en train de créer un deuxième spectacle que je vais jouer avec 2 de mes filles à partir de janvier 2025, toujours sur le thème de la relation, mais non pas pour faire passer un message, mais pour interpeller et faire réfléchir sur le sujet de la relation et de la vérité. On parle là de relations au sens large ou spécifiquement relations dans l'entreprise ? Alors, le premier spectacle, il est vraiment relation entreprise. Voilà. Après, le deuxième, il va venir apporter un éclairage personnel, mais en entreprise. Parce que souvent, en entreprise, on ne sait pas comment accueillir ou traiter des drames. Par exemple, un décès, une maladie. Tout à fait. Voilà. Puis ça fait partie des tabous dont on va parler aussi, voilà. Même la santé mentale. Oui, la santé mentale aussi. Ce genre de choses. Pour lancer notre échange, même si on le commence un petit peu, moi, j'ai envie de vous faire écouter nos auditeurs. Et ils ont été interrogés dans les rues de Toulouse. Je vous fais écouter ça. Hop. Je sais pas trop, en soi un petit peu peut-être. Dans les entreprises, je pense que oui. Moi ça va, j'ai la chance d'être dans une entreprise où on peut parler de tout. Normalement on devrait, sauf que non, il y a des sujets qui sont assez tabous. Ça dépend des entreprises, mais il y en a certaines dans lesquelles j'ai travaillé où parler de congés payés ou autre, c'était pas trop ça. Le sujet dans toutes les entreprises qu'il faut pas aborder, vraiment toutes, c'est comment tu te sens personnellement dans l'entreprise. Enfin, moi, si j'ai pu parler de dépression, c'était beaucoup je sais pas trop si on va vous prendre parce qu'on sait pas si vous serez là. Alors qu'en soi, ça veut rien dire. On n'ose pas trop en parler alors que c'est pas forcément quelque chose de dérangeant. Sur le salaire ou sur des trucs comme ça peut être un peu compliqué. Là-dessus, il y a des gros tabous. Parce que forcément, dans une entreprise, plus on est longtemps dedans, plus il y a des primes d'ancienneté.
Donc bon, c'est un peu tabou. Justement, tout ce qui va être lié à la rémunération, je sais que je suis la première lors d'un entretien qui va pas oser le demander. C'est-à-dire que c'est des sujets, on est un peu mal à l'aise parfois de l'aborder. Demander des trucs par rapport à ça, ça me gêne un peu. J'ai un peu l'impression d'être illégitime à le demander. Alors qu'en soi, c'est normal, quoi. Tout travail mérite salaire, mais je sais pas, j'ai l'impression d'être un rat à devoir demander de combien je vais être payée. Pour moi, je ne vois pas quel sujet on ne peut pas parler. Tout sujet, c'est normal de parler. Je pense aussi que c'est une question de comment on se sent avec une équipe. En soi, il y a peut-être des barrières qu'on peut se mettre qui vont faire qu'on va peut-être pas oser parler de certains sujets ou quoi, mais pour moi, aucun sujet n'est tabou en entreprise. Voilà, aucun sujet n'est tabou en entreprise. Déjà, peut-être une réaction par rapport à ça. J'aurais dû prendre des notes parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Non, il y a plusieurs choses que j'ai trouvées intéressantes. C'est la personne qui dit notamment je me sentirais illégitime de poser la question. Ça, c'est intéressant au fond. De dire qu'est-ce qu'on va se raconter sur moi si j'aborde le sujet. Si je pose une question sur la rémunération ou sur autre chose, ça, j'ai trouvé assez intéressant. La question de la légitimité. En fait, c'est des tabous qu'on s'impose à soi-même plus que des tabous qui sont collectifs. Oui, sur certains, ouais, j'imagine. c'est ça. Oui. En fait, il y a les deux. Souvent, le tabou, alors dans une organisation, alors moi, je ne suis pas un expert du tabou, comme vous l'avez dit, mon sujet, c'est la vérité en entreprise. Mais j'aborde quand même le sujet des tabous. Les tabous, ce sont des règles implicites, au fond. C'est des règles implicites qui fait que sans tabou, on ne pourrait pas vivre en société. C'est-à-dire qu'une organisation ne pourrait pas fonctionner. Mais en même temps, ce dont on se rend compte, et je pense que plusieurs l'ont dit dans le reportage, je trouvais très intéressant, c'est que parfois, il y a des tabous qui sont là et qui empêchent la créativité, qui empêchent l'innovation, qui empêchent d'être bien au travail, qui empêchent le collectif de fonctionner. Voilà. Justement, sur les tabous, et pour donner quelques chiffres qui viennent compléter ce qu'on vient d'entendre, 83% des salariés considèrent que la rémunération est l'un des principaux tabous en entreprise. Je voulais vous faire écouter un petit audio à ce sujet. Combien gagnes-tu par mois? Par mois? En net ou en brut? Ah bah ça c'est indiscret. En France, j'ai l'impression qu'il n'y a que si tu gagnes peu que tu oses parler de ton salaire. Plus tu gagnes de l'argent, moins tu en parles. Il y a même des gens qui mentent à la baisse quand on leur demande leur salaire. Et on n'aime tellement pas parler de salaire que même son propre salaire, on n'ose pas aller demander une augmentation tellement ça nous gêne. Alors que c'est quoi le pire qui puisse arriver si tu demandes une augmentation et qu'on te la refuse? Tu te retrouves avec le même salaire, donc t'as rien à perdre, c'est totalement absurde. Moi, si j'étais en entreprise, tous les jours, je demanderais une augmentation de salaire à tous mes supérieurs, au cas où il y en a un qui est de bonne humeur et qui me la donne. Donc, c'est un extrait de l'humoriste Thomas Wiesel qui parle justement de ce tabou de la rémunération. Il y a un autre gros tabou. Seuls 7% des salariés oseraient dire à leur manager qu'ils ont besoin d'un soutien psychologique. Seulement 7%. Donc, le tabou autour de la santé mentale. On a deux gros tabous dans le monde de l'entreprise. Pourquoi ces sujets sont tabous? Parce qu'ils font peur. À qui? Parce qu'ils font peur, la plupart du temps, ils font peur à la personne qui a avoué son tabou. Je vais vous donner un exemple. Dans une très grosse entreprise, je ne vais pas la nommer, c'est une très grosse entreprise industrielle. En fait, il y a un homme qui a un métier très intéressant, il voyage très régulièrement, il est sur des projets stratégiques, hyper intéressants, etc. Et j'ai été en séminaire avec eux il y a 1 an. Cet homme-là, il y a 15 ans, il divorce. D'accord? Et il a la garde de son enfant. Et en fait, à ce moment-là, il se dit, si je dis à mon boss que j'ai seul la garde de mon enfant, en fait, je n'aurai plus ces projets stratégiques, je ne partirai plus à l'étranger. Et il en fait un tabou, il en fait un interdit, vous vous rendez compte? Et donc, son boss, qui est super sympa, lui offre régulièrement des places pour le match de rugby, parce que c'est une boîte qui finance le rugby. Il raconte à tout le monde. Et en fait, il a menti pendant 20 ans. Et quand je le vois l'année dernière, je travaille avec lui, il part à la retraite, il annonce à tout le monde qu'il a divorcé, etc. Il en a fait un gros secret pour tout le monde. Il dit, parce que si je l'avais dit, en fait, je pense que je n'aurais plus été sur les projets stratégiques. Et c'est vrai? Je ne sais pas. En fait, on peut pas le savoir. Je ne sais pas, je ne connais pas son responsable. Peut-être que lui, il a bien fait, en tout cas, avec la situation qui était celle-ci, mais en fait, il ne le sait pas. Parce qu'en fait, il n'a pas ouvert... Voilà. Donc, la plupart du temps, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup plus de peur chez la personne qui a avoué ce qu'il a avoué, parce qu'on a toujours peur de comment ça va être reçu. Est-ce que je vais être mis sur la touche comme cet homme-là? Est-ce que je vais être jugé? Est-ce qu'on va se moquer de moi? Est-ce que je vais être blacklisté? Voilà. Et justement, on va parler au fil de notre échange de comment arriver à dire la vérité. Ouais. Donc déjà,
à soi et puis ensuite aux autres. Mais là, du coup, on a cité 2 gros tabous, donc la santé mentale, la rémunération, parce que parler d'argent, c'est pas facile. Oui. Mais il y a quoi d'autre comme tabou? Si on pouvait les diviser en grandes familles? Bon, déjà, il y a les 3 grandes familles que je vous disais là tout à l'heure ou la fois dernière quand on s'est rencontrés sur, le sexe, le pouvoir et l'argent. Ça, ce sont 3 grands tabous. Mais je pense qu'il ne faut pas tout réduire à ça. C'est-à-dire que tout peut être tabou au fond. Vous voyez? C'est-à-dire que, Oui, on le voit avec votre exemple, oui, justement, du divorce. mais c'est ça. Un tabou, c'est un interdit qui peut être un acte, qui peut être une information, qui peut être une pensée. On a bien compris qu'il ne fallait pas aborder ce sujet-là dans l'entreprise. Oui. Mais est-ce que c'est un tabou qu'on s'impose à soi-même ou qui nous est imposé par le fait d'être en entreprise ou par ses supérieurs? La plupart du temps, il est imposé de façon, je ne sais pas comment dire, implicite. Oui. On le sent. On sent qu'il ne faut pas. Quand j'étais consultant à Paris, je travaillais dans un cabinet et j'ai appris assez vite que le rire était interdit. Ah. Voilà, c'est-à-dire qu'on était consultant, on bossait, il fallait être fatigué, 7h du matin, 23h, monde de la pub, le machin, le truc. Et une fois ou deux, je me souviens avec d'autres consultants, on était comme ça en train de prendre un café, en train de rigoler, et le boss est arrivé. Et tout de suite. On est allé bosser et on a compris en fait que le rire était interdit. Mais on m'a jamais dit, t'as pas le droit de rire. D'accord. Vous voyez? Et voilà, en préparant notre entretien, j'ai repensé à ça en me disant, mais voilà, là c'était vraiment un tabou, enfin un interdit. Vous voyez? Voilà, on rit pas. Alors on rit le soir quand le boss n'est pas là, on va prendre un verre ensemble. Vous voyez? Mais c'est souvent quelque chose qu'on a. Qu'on sent, en fait. Oui, qu'on sent et qu'on a traduit de la culture de l'organisation. Pour rester sur les sujets tabous, parler peut-être de leur utilité. Est-ce que le tabou est forcément néfaste en entreprise? Je pense qu'il faut différencier ce qui est de l'ordre du tabou ou de l'interdit qui nous permet de vivre en société. C'est-à-dire, et c'est en ça que les 3 pièges dont je vous parlais, le sexe, le pouvoir et l'argent, je pense que c'est important quand même qu'il y ait des tabous là-dessus. Sinon, voilà, enfin, ce serait complètement... Vous me donniez l'exemple de cette entreprise, en l'occurrence, où la secrétaire a une relation avec le patron et en fait, c'est tabou. Oui. Mais en fait, ça ne servira à rien de le révéler finalement. Oui, alors, oui, l'exemple, il est pire cet exemple, parce qu'en fait, tout le monde le sait sans le savoir. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on se dit, il faut pas l'aborder, ou voilà. Donc ça empêche en fait. Ça, c'est un tabou qui est très néfaste. Oui, d'accord. Donc en fait, l'importance, enfin le moyen aussi de se libérer d'un tabou, c'est la communication. Ça paraît bête dit comme ça, mais sur certains sujets, c'est pas si simple de communiquer en entreprise, en tout cas. Non. Alors moi, oui, c'est la communication, et en même temps, je pense que moi, mon métier, c'est essentiellement de travailler avec des équipes. Et en fait, je me rends compte que dans beaucoup d'équipes, il y a des tabous qui valent pas le coup, en fait, comment dire, qui empêchent de fonctionner, alors qu'on pourrait très bien dire... Il y a un monsieur tout à l'heure dans la vidéo, ça m'a interpellé aussi, il disait le plus grand tabou, c'est de dire comment je me sens à titre personnel. Oui. Mais c'est incroyable de dire une chose pareille, vous vous rendez compte? Comment il doit être scindé en deux entre le perso, le pro? Moi, je ne crois pas au fond ça. Et moi, dans ma pratique, ce qui aide vraiment pour moi, je n'ai pas d'objectif pour lever les tabous, mais je vois que les tabous se lèvent, c'est en ramenant de la sécurité. C'est-à-dire quand on crée une équipe où que le manager est sécurisant, c'est-à-dire ne va pas vous blackbouler parce que vous dites quelque chose, il y a des règles de fonctionnement, souvent les gens disent « Ah, enfin, je vais pouvoir dire ce que j'ai sur le cœur et ce que j'ai besoin de vous dire. » Vous voyez? Et il y a des choses qui se libèrent. Voilà, il y a des tabous qui peuvent se dire, et l'équipe, en général, fonctionne beaucoup mieux. Les gens se sentent plus légers. Oui, c'est ça, c'est marrant, on dit se sentir léger. Mais oui. C'est marrant au final que toutes ces non-dits aient un poids. Mais ce que vous disiez aussi quand on a préparé cet épisode, c'est qu'en plus de ça, quand on brise les tabous, ça entraîne un enjeu de la responsabilité. Oui, c'est ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire? L'enjeu de la responsabilité, si par exemple il y a un tabou qui est levé en équipe, on ne peut plus faire comme si, moi en tant que collègue, je ne peux plus faire comme si je ne savais pas que cette personne-là vivait ça. Voilà. Et c'est en ça que je pense que si on veut fonctionner en équipe, chacun a une co-responsabilité dans le fait qu'il a entendu ça. Ou alors c'est pas une équipe, on est là pour se nuire les uns les autres, mais on ne parle pas de ça. On parle d'équipes qui ont envie de bien fonctionner, qui ont envie de se développer, qui ont envie de grandir, de croître. Voilà. Et donc, si on est tous les deux collègues, et que si dans un séminaire, j'apprends que vous êtes vous en difficulté, parce que personnellement, il vous arrive des choses, je ne peux pas faire comme si je ne l'avais pas entendu. Peut-être je peux vous tendre la main, peut-être je peux aller vous dire est-ce que je peux vous aider, mais je ne peux pas faire comme si je ne l'avais pas entendu.
Et c'est en ça que ça donne une co-responsabilité, une grande responsabilité et une co-responsabilité. Et en même temps, aujourd'hui, on entend beaucoup la volonté de séparer, on en parlait un petit peu, mais le pro du perso. Oui, Est-ce qu'on peut être mais on sait que c'est utopique. vraiment? Mais bien sûr. Parce qu'en fait, on a besoin dans ces relations de livrer un petit peu de soi et du coup de son perso, c'est ça? Dans les relations professionnelles. Bah, je pense que si on veut vraiment fonctionner bien dans l'entreprise, dans une équipe, voilà, une équipe. Souvent, je fais des conférences sur c'est quoi une équipe performante. Et effectivement, j'arrive quand même à ce constat-là. C'est que si on ne se connaît pas, si on ne sait pas ce qui nous guide, si je ne sais pas ce qui vous anime, ce qui vous inspire, peut-être ce qui vous fait peur, etc., ben on ne va pas tellement pouvoir travailler ensemble de façon efficace. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout dire sur son côté perso et pro, voyez, mais quand même, ça c'est important. Voyez. Par exemple, les gens qui sont des aidants, je ne sais pas si ce sujet est un sujet qui vous interpelle. Moi, il m'interpelle. Il y a énormément d'aidants en France. Oui. On ne se rend pas compte, mais c'est hallucinant, même des enfants. Ouais, qui aident leurs parents ou même les grands-parents, quoi. Oui, ça prend du temps. Des enfants qui sont au collège, qui s'occupent de leurs parents ou de leurs grands-parents, qui arrivent à l'école en retard parce qu'ils sont occupés et qui se retrouvent, collés parce que, etc. Et qui ne vont pas le dire aux copains parce qu'ils ne veulent pas que les copains sachent que chez eux, c'est un peu compliqué, etc. Vous voyez, ça va jusque-là. Et dans l'entreprise, il y en a énormément. Donc, si je n'ai pas un espace dans l'entreprise pour dire à un moment donné, voilà ce qui se passe chez moi, ça va être compliqué. Alors, souvent, les gens ont peur de le dire parce qu'ils ne veulent pas de la complaisance. Ils ne veulent pas de la victimisation. Oh, mon pauvre, etc. Voilà. Mais ça, on peut mettre des règles là-dessus. Voilà ce que j'ai à traverser aujourd'hui. J'ai un enfant malade, je suis en train de divorcer, je ne sais pas. Enfin, on a tous, pas tous des situations comme ça, hein, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais on a tous des situations à traverser à titre personnel. Voilà. Et donc, je peux à la fois dire à mes collègues ce qui se passe dans ma vie perso pour qu'ils sachent ce que je suis en train de vivre, sans forcément tomber dans la complaisance et dans la victimisation. Mais ça veut dire qu'il faut créer un espace sécurisé. Ça veut dire qu'il faut que l'équipe soit un espace sécurisé. On va parler justement de comment faire en sorte que l'équipe soit un espace sécurisé. Mais avant, je voulais qu'on revienne sur, je vous en avais parlé quand on a préparé, mais sur l'exemple de Thierry Pic, qui dans son entreprise Clinitex a développé le naturisme managérial. Donc lui, pour le coup, il a voulu briser le tabou et même le fantasme autour de la rémunération en rendant le salaire de tous les salariés et même de tous les dirigeants transparents. Qu'est-ce que vous pensez de ce naturisme managérial ? C'est compliqué de dire ce que je pense de ça. Il faudrait que je rencontre l'entreprise, il faudrait que je creuse, il faudrait que je comprenne un peu. Je vous invite à le faire, c'est très intéressant. Quelles sont leurs intentions, quelles sont leurs... Mais moi, ce qui m'interpelle là-dessus, c'est qu'il y a parfois une croyance qu'en faisant ça, il n'y a plus de tabou. Alors, je n'y crois pas du tout. J'ai envie de voir quels sont les autres tabous. Qu'est-ce que ça génère comme autre tabou, finalement, cette transparence. Voilà. Moi, je ne suis pas du tout, pour la transparence absolue de tout. C'est pas ça mon sujet. Oui. Et parfois, effectivement, on a une transparence sur les salaires ou sur d'autres sujets, mais je ne suis pas sûr que ce soit je suis pas sûr que ce soit l'idéal, en tout cas, pour lutter contre les tabous. Ouais. Est-ce que ça enlève vraiment tous les fantasmes derrière le salaire oui, au final, on ne sait pas. Vous me parliez d'un lanceur d'alerte pareil. Oui. Allez-y, racontez un petit peu cette histoire. Oui, c'est un lanceur d'alerte qui, son rôle était de lancer des alertes. Mais au fond, quand on est lanceur d'alerte, ce qui est intéressant, c'est de voir l'intention qui nous guide. Quelle intention on a en lançant une alerte ? Est-ce que c'est d'aider le collectif à fonctionner ou est-ce que c'est de décrier ? Souvent, ce que je dis, c'est que si on s'attaque au code génétique de l'entreprise, on devient bouc émissaire, automatiquement. Et ce consultant dont je vous parle, qui était dans un grand groupe, il s'est fait sortir du grand groupe. Parce que c'était, Et puis, ça servait à rien, au fond. Son alerte, elle servait à rien. En fait, c'est ça. Ouais. Il aurait pu, à l'intérieur du système, faire bouger les lignes. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'œuvre. Faire bouger les lignes avec élégance, avec le temps, avec respect. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être lanceur d'alerte. Je dis juste que parfois, c'est l'intention du lanceur d'alerte qui est à regarder plutôt que le résultat. Et justement, pour venir sur vous, votre quotidien, votre expertise, comment est-ce que vous créez cet espace sécurisé dans l'entreprise pour que le collectif puisse se parler ?
se créer aussi? Mais en fait, je fais beaucoup de choses. Déjà, ça passe par un manager, Toujours. toujours. Mmh. Donc, il faut que déjà le manager soit, comment dire, soit sécurisant. Oui, qu'il ait envie de rentrer là-dedans, qu'il soit sécurisant. Après, la plupart du temps, soit je l'accompagne lui, parce qu'il ne sait pas bien faire, je l'accompagne en coaching ou voilà, ce genre de choses. Mais la plupart du temps, ça va passer par des séminaires. Des séminaires de 1 ou 2 jours où on va ensemble construire ce que j'appelle cet espace sécurisé avec des règles de fonctionnement, avec de la sécurité, pour que les choses puissent se dire. Voilà. Et en fait, quand on regarde ça, ce qui me frappe, moi, c'est que la plupart du temps, les équipes n'ont pas d'espace sécurisé. On dit oui, c'est sécurisé, mais il n'y a pas de règles. On ne sait pas trop si on a le droit de faire, pas de faire, comme si c'était pas bien de faire ça. Donc la plupart du temps, pour permettre effectivement cette parole libérée, on va dire, pour permettre à ces tabous peut-être de s'exprimer ou d'être plus en vérité, ben, en fait l'essentiel quand même passe par cet espace sécurisé. Alors c'est pas unique, hein. Il faut que l'équipe ait une grande ambition, il faut que l'équipe connaisse son histoire aussi. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui font qu'à un moment donné, on va pouvoir travailler en sécurité, on va pouvoir se livrer ce dont on a besoin de se livrer pour bien travailler ensemble. Oui, c'est ça. On va en parler aussi justement Voilà. du côté business au final Oui. de la vérité, quoi. Vous parlez de règles. Oui. Est-ce que vous avez des exemples de règles à nous partager? Dans les équipes, oui, bah, c'est des règles comme par exemple la confidentialité. Voilà. Ça, c'est une règle toute bête, mais qu'est-ce qu'on garde entre nous? Qu'est-ce qu'on sort à l'extérieur? Voilà. Parce que si dans mon équipe je suis en difficulté, si je sais que dès la fin de la réunion, tout le monde va aller Oui. raconter aux autres que je suis en difficulté, je ne vais pas le dire. Voilà. Donc la confidentialité, c'est une règle. Pas d'humiliation, par exemple. Pas de dévalorisation. Vous voyez, il y a beaucoup d'équipes dans lesquelles, sans le vouloir, on se dévalorise, on rigole, on se moque de l'autre, etc. Mais on ne se rend pas compte du mal qu'on fait à l'équipe en faisant ça. Parfois, c'est pour rire. Vous voyez, j'ai travaillé quelques années. Un des séminaires, je pense, le plus difficile que j'ai fait, c'était à Marseille avec des directeurs commerciaux. Et en fait, quand j'arrive le matin, je leur parle de ça. Et là, ils me traitent tous de... J'étais encore à Paris à l'époque. Ils me traitent tous de consultants parisiens. Ils me disent détendez-vous, c'est bon, cool, etc. Mais ça s'appelait tout un nom d'oiseau. Le gros, la vieille, le machin, le truc. Ça les faisait rire. Vous voyez. Et il y en avait un, c'était, je ne sais plus comment s'appelle, ce petit personnage de bande dessinée qui est un peu gros, qui est chaud, là. Du cobu? Non, je ne sais plus. Bon, voilà, un truc, voilà, D'accord, on a un truc de l'image. ce genre-là. Et à la pause, il vient me voir, ce gars-là. Et il me dit, vous savez, ce matin, j'ai rien dit, mais là, ce que vous avez dit, moi, j'en peux plus, quoi. C'est vrai que je suis gros, etc. J'en ai marre d'être le gros de service pour... Vous dites rien, hein. J'en ai marre d'être le gros pour ça. Mais en fait, à la fin de la journée, ils m'avaient tous dit ça. C'est dingue. Vous voyez. Mais attends, nous, on est des mecs, on se la joue, on est fort, etc. Vous voyez. Donc, c'est ça aussi le tabou pour moi. C'est qu'à un moment donné, ouais, on peut continuer à être fort, on peut continuer mais on peut quand même être en vérité, on peut quand même poser un peu les armes à un moment donné. Et comment on fait à ce moment-là? Parce que eux, ils viennent vous dire ça à vous en one-to-one. Et puis, comment ne pas rompre la confiance en disant à tout le monde, bon, et lui, au final, il aime pas trop son surnom. Oui. Alors après, dans ce séminaire-là, ça s'est fait tout seul, parce qu'en fait, c'est arrivé par les membres. D'accord. Voilà. Le premier a pu dire, moi j'en ai marre, le deuxième, etc. Puis ils se sont tous regardés en disant, mais oui, en fait, pourquoi on joue à ce jeu de con? Ouais, Je d'accord. me souviens très bien de ça. Et justement, est-ce que le risque de tout ça, c'est pas de faire du manager la police? C'est-à-dire? Celui qui vient reprendre au final un peu les éléments perturbateurs du groupe, ceux qui appellent les autres par des noms d'oiseaux. Enfin, c'est un petit peu le manager qui se retrouve responsable d'une certaine sécurité dans le groupe. Oui, il porte une responsabilité. Voilà. Mais auparavant, il faut bien qu'il y ait des règles. C'est-à-dire on peut pas demander à une équipe de ne pas s'appeler par des noms d'oiseaux s'il n'y a pas de règles auparavant pour ça. Il ne faut pas non plus être trop rigide. Hein. C'est-à-dire que les règles, elles doivent être au service de la vie. Elles ne sont pas là pour nous empêcher de vivre. Voilà. Alors parfois, on a des règles dans les entreprises qui ne sont pas vraiment au service de la vie, qui sont là pour nous empêcher. Oui. Mais effectivement, le manager, il est là aussi pour avoir un leadership qui rassure, qui embarque, Voilà. De toute façon, l'équipe ne pourra pas tellement aller plus loin que là où on est le manager. Oui, forcément. Oui. Ouais. Sur le concept de vérité que vous développez, qu'est-ce que c'est cette vérité? C'est parce qu'en plus vous la travaillez en collectif, donc
Expliquez-nous en fait. Parce que je me dis, la vérité, il y a être vrai par rapport à soi. Donc déjà, savoir où on en est, savoir qui on est et ce qu'on veut montrer aux autres. Et voilà, la vérité dans le collectif, c'est encore autre chose. Comment est-ce que vous la définissez et comment est-ce que vous la travaillez avec les équipes? Comme ce que vous venez de dire. D'accord. En fait, non, c'est vrai. Alors moi, je crois pas au fait. Souvent, on me dit oui, mais il n'y a pas une vérité. Mais absolument, il n'y a pas une vérité. Il y a des vérités. Simplement, est-ce que dans mon équipe, je peux être en vérité avec mes collègues et mon chef? En fait, c'est ça le plus important. C'est d'abord que moi, je puisse être en vérité envers moi-même. C'est-à-dire que je me pose un peu des questions. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis dans cette équipe? Est-ce que j'y suis bien? Quel est mon projet? De quoi j'ai envie, etc. Et puis ensuite, de pouvoir être en vérité avec les uns et avec les autres. Mais à partir du moment où on a un espace sécurisé, on sait qu'on est en confiance, on sait qu'on est au service d'un projet commun qui nous guide, qu'on ne se veut pas de mal l'un l'autre, il n'y a pas tellement de vérité qu'on ne peut pas entendre. Vous voyez? En fait, c'est ça pour moi la vérité. Et au fond, la vérité, elle émerge de ce cadre managérial qui est assez sécurisé. D'accord. Vous parlez de créer des espaces où le collectif peut s'exprimer. Quels sont ces espaces? Est-ce que c'est la machine à café? Non. Pour donner des clichés, voilà. Mais non. D'ailleurs, dans mon livre, je décris très bien. C'est ces réunions où en fait on est 2 heures en réunion, il ne se passe rien. Chacun attend que le manager ait fini de parler, on s'écoute, voire maintenant on s'envoie des SMS ou des etc. Entre collègues, et à la machine à café, les vrais sujets émergent. Tiens, t'as vu un tel, il a dit ça, etc. Et souvent je dis, mais pourquoi ce temps de la machine à café, il n'a pas lieu dans la réunion? En fait, c'est ça dont je parle. Et en fait, quand je parle des espaces, je parle essentiellement des temps collectifs en équipe. Vous voyez? Mais ce temps collectif en équipe, il ne doit pas être réservé uniquement à parler du business, à parler de la technique métier, à parler de... Voilà. On a besoin de savoir en fait où on en est aussi les uns les autres, chacun. Voilà. Oui, qui permet de s'adapter, on le disait, à comment va la personne, quoi. Par exemple, si elle a quelque chose qui peut expliquer à un moment une baisse de productivité, par exemple, ou un mal-être au travail, on va pouvoir vraiment fonctionner en équipe. C'est ça. Et doser, ouais. Et puis se baser sur des liens personnels. Oui. Là, je démarre un accompagnement, il y a une sportive de haut niveau en tennis de table. Elle est dans une équipe où ils sont un peu mitigés par rapport à ça. Et première journée, elle disait, mais nous, en tennis de table, on passe un temps fou. D'abord à se dire qui on est. Comment voulez-vous qu'on travaille ensemble si on ne se connaît pas? Alors, elle m'a beaucoup aidé. 18 ans, elle a. Ah oui. Elle est jeune. 18 ans, et là, elle a scotché toute l'équipe. En leur disant, mais si on ne se connaît pas, on ne pourra pas travailler ensemble. C'est marrant, justement, le parallèle qu'on peut faire entre le monde de l'entreprise et le monde du sport. Oui, du sport collectif. Oui. Ouais, du coup, ça doit être intéressant, en effet, d'avoir, elle, son retour, sa vision, et puis un regard jeune, en plus, sur le monde de l'entreprise. Oui. Ah, mais il faut se connaître. Moi, j'ai travaillé là pendant quelques années dans le monde du judo, là, parce que j'ai accompagné la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de judo, et donc j'ai rencontré ce monde des judokas. Et très souvent, il y a une relation personnelle très forte. Ils se connaissent très bien. Enfin, on a du mal à avoir un entraîneur qui ne connaît pas son champion. Oui. Ouais. Ça serait marrant de voir les managers comme des entraîneurs et les autres comme des champions, finalement. Oui, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Si on ne connaît pas son équipe, comment est-ce qu'on peut vraiment l'accompagner si on ne connaît pas ses collaborateurs? Et ce que vous dites dans votre livre, c'est que justement, si on n'est pas en vérité dans son entreprise, c'est contre-productif, contre-business, finalement. Pourquoi? Pour plein de raisons. La première, c'est que ça va venir bloquer l'énergie entre les membres. Voilà. Bloquer l'énergie, voire même ça va être contre-productif. Parce qu'on va mettre du temps à interpréter des comportements plutôt que de se dédier à ce qu'on a à faire. Et donc, c'est comme ça que vont arriver les jeux de pouvoir. Les jeux psychologiques, on parle de jeux psychologiques en entreprise, vous voyez, plutôt que de mettre toute son énergie à la tâche, au travail, à l'objectif. Donc oui, ça empêche. Je pense qu'il y a un enjeu business fort là-dessus aussi. Si on devait donner des conseils aux managers qui nous écoutent, par exemple, ou même pas que d'ailleurs, pas que les managers, qu'est-ce qu'on leur dirait? C'est compliqué là. Pour être en vérité. Pour être en vérité. Oui. Déjà de croire en soi. Je pense que le manager est son meilleur outil.
C'est bien d'aller se former à plein de choses, sur l'animation de réunion, sur etc. Mais on en revient à mon sujet de tout départ sur la tisse de la relation. C'est d'abord soi-même. Voilà. Et qu'aujourd'hui, moi, ce que je dirais à ces managers-là, c'est d'avoir un espace eux-mêmes pour se développer, pour grandir. Parce qu'en développant, en grandissant, ils font grandir leurs équipes. D'ailleurs, il y a beaucoup de clubs qui existent aujourd'hui. L'APM, Germe, et puis beaucoup d'autres qui proposent ça, qui proposent des parcours pour des managers pour se développer. Mais ce n'est pas uniquement pour eux-mêmes. C'est bien que ce soit pour eux-mêmes. Mais en grandissant eux-mêmes, ils font grandir leurs équipes. Mhm. Tout à Voilà fait. ce que je leur dirais. Ouais. D'accord, ouais, c'est déjà pas mal. Sur cette idée de créer du collectif, enfin, une entreprise qui veut créer ce collectif-là, on disait, c'est pas juste au café ou ce genre de Oui. choses. Quel conseil on peut donner? Est-ce que c'est partir en séminaire une fois tous les 3 mois? Comment est-ce que on peut aider à la création de ce climat, au-delà même des petits groupes? Manager avec Mmh. voilà, les personnes qui travaillent avec lui, même dans toute l'entreprise. Alors après, ça dépend de la taille de l'entreprise, mais toute l'entreprise ne peut pas partir en séminaire à un moment donné au même moment. Vous voyez, voilà. Donc ça veut dire que la première chose, c'est savoir comment, au niveau de la direction de l'entreprise, ce sujet-là est porté. Est-ce qu'il y a une intention d'aller vers ce type de management ou pas? Est-ce qu'il y a des enjeux, je sais pas, business, stratégiques ou autres, qui fait que aujourd'hui, la plupart des entreprises ont des enjeux de recrutement. Ils ont du mal à recruter et ils ont du mal à garder les meilleurs, qui s'en vont régulièrement. Donc voilà, ça, je pense que c'est un enjeu important. Mais c'est d'abord au niveau de la direction générale et de l'équipe de direction, de la gouvernance, on va dire, de se dire, OK, ce projet-là, on a envie d'y aller ou pas, avant de faire des choses au niveau des différentes équipes. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez un exemple de personnes que vous avez accompagnées qui ont été réticentes au fait de se livrer ou d'être dans la vérité? Oui. Et comment vous faites? Parce que j'imagine qu'on ne peut pas forcer des Non. personnes qui n'ont pas envie de s'ouvrir. Non. Alors, il faut être très respectueux par rapport à ça. Je pense que l'idée, c'est il y a pas de... Moi, j'ai un client qui dit ça et j'aime bien, il dit, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, il n'y a pas le bon manager qui s'ouvre, celui qui ne s'ouvre pas, etc. C'est une entreprise que j'accompagne dans la durée depuis quelques années. Il dit, en fait, le plus important, c'est que les managers s'emparent du dispositif. Mais il n'y a pas de niveau. Donc déjà, ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que si vous avez un patron qui dit, si tout le monde doit s'ouvrir et que toi, tu ne t'ouvres pas dehors, ça ne marche pas. Parce qu'il y a une injonction à s'ouvrir. Mais oui. Alors là, il n'y a pas d'injonction. C'est juste quelque chose qui est proposé, voilà, et que chacun va faire avec ça, mais il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de... Chacun fait avec ce qu'il peut, avec là où il en est. Voilà. Vous parlez des règles tout à l'heure, et ça, c'est une règle importante. Ouais. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Il n'y a pas de dévalorisation par rapport à ça. Et peut-être que cette personne-là qui est en difficulté, peut-être qu'elle va avoir besoin de soutien, va besoin d'être aidée. Voilà. Et ça, c'est très important. Ouais. D'accord. Voilà. Oui, de toute façon, on en revient aussi à ce qu'on disait, c'est l'importance de la parole, quoi. De faciliter la prise de parole, la communication et puis l'écoute. Oui. À des degrés, en effet, différents selon les personnalités des uns des autres. Oui. Mais je crois qu'on a tous besoin de s'ouvrir, on a tous envie de s'ouvrir, on a tous envie d'être bien, non? À notre place. Enfin, surtout qu'on passe du temps au travail, et donc c'est vrai que ça paraît dommage d'y jouer un rôle, en fait. Voilà, c'est ça. Sauf que ce qui se passe, c'est que de par notre histoire, peut-être de par ce qu'on a appris, en fait, on est rentré là-dedans. On est rentré, donc il faut jouer un rôle, il faut se protéger, etc. Et donc, c'est arriver subtilement à lâcher un peu ce jeu de rôle pour dire ce qui est important pour soi. Enfin, je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Oui, complètement. Non, c'est marrant parce que vous dites le jeu de rôle, et ça me fait penser à ce que vous disiez au tout début, que vous, aujourd'hui, vous produisez sur scène. Ouais. Donc, c'est drôle, je trouve, de faire le parallèle, au final, entre ce que vous faites, du coup, sur scène pour sensibiliser, et puis ce qui se passe dans le monde de l'entreprise, où, au final, on est tous des comédiens, à certains niveaux, j'imagine. Ouais. Après, c'est la conscience, en fait, qui va changer. C'est ce que j'ai conscience de ce que je suis en train de faire. Tout à fait. Et d'où la notion de vérité. Oui, c'est ça. D'où la notion pour moi très importante que, bien sûr, il y a plein de jeux de rôle à jouer. Mais si je ne suis que dans le jeu de rôle, c'est là qu'on va avoir la problématique. Et souvent, c'est ce que je dis aux dirigeants, aux managers que j'accompagne, c'est où est-ce que tu as un espace pour être en vérité? Où tu peux tout lâcher, tu peux être... voilà. Parfois, c'est l'équipe, parfois, c'est le codir.
Ouais, parfois, moi, j'ai une entreprise là que j'accompagne depuis quelques années avec un jeune patron, une entreprise familiale, un jeune dirigeant qui a repris l'entreprise. Bon, bah, il est à fond là-dedans. Donc, tout le monde peut dire ses fragilités, ses trucs comme ça. C'est une entreprise qui marche bien. Vous voyez. Mais je crois que chacun a besoin dans l'entreprise d'avoir des espaces quand même sécurisés pour construire sa compétence, construire sa posture. C'est pas de la thérapie, hein. Il ne s'agit pas d'aller. Parce que parfois, ça peut paraître un peu. Il ne s'agit pas de tout ça. Il s'agit d'abord de parler du travail, de parler de l'entreprise, de parler de ce qui se passe en interne. Oui, il y a un espace pour amener des choses personnelles s'il y a besoin, mais il n'y a pas de. Moi, je suis très vigilant là-dessus. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas à aller chercher les gens sur la dimension personnelle. Oui, il y a à l'accueillir, mais il n'y a surtout pas à aller la chercher. Oui. Ça, c'est pas juste. Oui, ça reste le monde de l'entreprise et dans tous les cas, on ne peut pas forcer les gens à s'ouvrir. Et puis, Non. on peut d'une certaine façon séparer la vie privée de la vie professionnelle. Un petit peu. On s'adapte selon les envies des gens, quoi. Oui, mais en fait, ce qu'il faut, c'est proposer un espace qui permette d'accueillir ce que la personne a à dire. C'est ça. Voilà. On en revient aux espaces. Oui, c'est ça. Super, merci beaucoup Avec plaisir. pour tout ça. Vous l'avez entendu, on peut parler d'autre chose que de la météo au travail. Tous les sujets ne sont pas tabous. Bon, il y en a beaucoup. Tous les tabous ne sont pas mauvais non plus. La question, c'est est-ce qu'on peut en parler si on veut en parler, avec qui? Et puis la manière, c'est aussi comment. Souvent, comme dans beaucoup de sujets, il s'agit de parler avec mesure, avec respect aussi, et vérité. On en a beaucoup parlé pendant cet épisode. Cette notion de vérité, elle est au cœur de votre travail, Jean-Jacques Montlahuc. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour vous représenter le livre. Voilà, Se dire la vérité en entreprise aux éditions Pearson. Donc n'hésitez pas. Merci d'avoir écouté ce podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.